À l'été 2009, le gouvernement fédéral des États-Unis a lancé un programme officiellement connu sous le nom de Car Allowance Rebate System, système de rabais pour l'allocation automobile, mais le public l'a rapidement rebaptisé d'un nom bien plus tristement célèbre, Cash for Clunkers, de l'argent contre des tacos. L'argument était simple, séduisant et présenté comme un devoir patriotique. Les citoyens étaient encouragés à échanger leurs véhicules vieillissants et moins efficaces contre un crédit gouvernemental pouvant atteindre 4 500 $ pour l'achat d'un véhicule neuf et économe en carburant. En surface, le récit était un chef-d'œuvre de marketing politique. Il était présenté comme une triple victoire qui protégerait l'environnement en réduisant les émissions, donnerait un coup de fouet indispensable à une économie en difficulté et mettrait des voitures modernes et plus sûres entre les mains de la population. C'était un scénario où tout le monde gagnait. Cependant, ceux qui avaient passé leur vie sous le capot des voitures, les vrais mécaniciens et la colonne vertébrale de la communauté automobile, ont reconnu la réalité derrière le rideau. Ce que le programme Cash for Clunkers représentait en fait n'était pas une politique environnementale bienveillante, mais une exécution calculée et mandatée par le gouvernement des véhicules les plus fiables, analogiques et durables jamais fabriqués en Amérique. C'était une purge systématique. Près de 700 000 voitures et camions parfaitement fonctionnels ont été délibérément détruits. Ces véhicules n'étaient pas autorisés à être vendus à des familles à faible revenu, ils n'étaient pas autorisés à être donnés à des œuvres de bienfaisance. Et il était strictement interdit de les récupérer pour des pièces. Selon la loi, ils devaient être rendus définitivement inutilisables avant même d'être envoyés au broyeur. Les répercussions de cette décision ont modifié de manière permanente le paysage du marché automobile américain. Le marché secondaire des véhicules d'occasion, sur lequel les Américains, de la classe ouvrière comptaient depuis des générations pour trouver des transports abordables et fiables, a été décimé et ne s'en est jamais vraiment remis. Il s'agit d'un audit légal de cette époque, une plongée profonde dans la manière dont la destruction a été menée, les machines légendaires qui ont été sacrifiées, les remplacements numériques qui ont pris leur place et les informations essentielles que vous devez comprendre avant que la prochaine phase de ce piège technologique ne soit pleinement mise en œuvre en 2026. Pour être éligibles au rabais gouvernemental, les concessionnaires étaient tenus par des exigences légales strictes de s'assurer que le moteur de chaque véhicule échangé était complètement et absolument détruit avant que le véhicule ne quitte leur terrain. Les règles étaient absolues. La voiture ne pouvait pas être revendue et ses composants vitaux ne pouvaient pas être récupérés pour maintenir d'autres véhicules sur la route. Ils devaient tuer la machine. La méthode choisie pour cette exécution mécanique était une solution de silicate de sodium, communément appelée dans l'industrie verre liquide. Le processus était aussi clinique que déchirant pour ceux qui appréciaient la mécanique. Les mécaniciens étaient chargés de vider le sang, l'huile moteur, de ces véhicules éligibles et de le remplacer par la solution de silicate de sodium. Une fois le verre liquide ajouté, les moteurs étaient démarrés et forcés de tourner. À mesure que la température du moteur augmentait, le silicate de sodium chauffait et commençait à cristalliser à l'intérieur du bloc moteur. Dans la chambre de combustion interne, les surfaces métalliques ou conçues pour glisser les unes contre les autres, avec l'aide de la lubrification, ont commencé à frotter et à se bloquer. En quelques minutes, les pistons se bloquaient, le vilebrequin cessait de tourner, et le moteur se soudait effectivement en une masse de métal solide et inutile. Les images filmées chez les concessionnaires cet été-là restent obsédantes. Elles montrent des mécaniciens debout devant des capots ouverts, regardant des moteurs légendaires fumer, claquer et finalement rendre leur dernier souffle. Pour de nombreux techniciens impliqués, l'atmosphère ressemblait moins à un lieu de travail qu'à des funérailles. Dans tous les sens pratiques, ils assistaient à la mort parrainée par l'état de l'excellence mécanique. Les véhicules qui sont entrés dans les concessions cet été-là étaient loin d'être des tacos. En réalité, le programme a détruit certains des moteurs les plus indestructibles jamais produits par l'industrie manufacturière américaine. Parmi les victimes les plus notables figurait le 6 cylindres en ligne Jeep 4.0 litres. Ce moteur était doté d'un bloc en fonte et d'une conception trompeusement simple, qui était tellement au-delà de ses tolérances d'origine qu'il est devenu une légende.
Il était courant pour les propriétaires de Cherokee de conduire ces moteurs bien au-delà des 300 000 miles avec rien de plus qu'un entretien de base. Les pièces étaient abondantes et peu coûteuses, et un adolescent avec un ensemble d'outils de base et un manuel de réparation pouvait en reconstruire un en un seul week-end. Une autre perte tragique fut le GM 300 V6, un pilier des Buick et Pontiac tout au long des années 1990 et du début des années 2000. Consumer Reports et les experts de l'industrie le citaient fréquemment comme l'un des moteurs les plus fiables jamais sortis d'une chaîne de montage. Les propriétaires parlaient de ces moteurs avec la même révérence qu'un éleveur pourrait avoir pour un cheval de travail loyal. Ils ne lâchaient tout simplement jamais. Ces deux moteurs partageaient un trait spécifique que l'industrie automobile en 2009 cherchait désespérément à éliminer. Ils étaient réparables par des gens ordinaires. Ils ne nécessitaient aucun logiciel propriétaire pour le diagnostic, aucune visite obligatoire chez un concessionnaire coûteux, et les pièces pouvaient être trouvées dans n'importe quel magasin de pièces automobiles local. Du point de vue de l'entreprise, on ne peut pas facilement convaincre une famille de la classe ouvrière de s'engager pour un nouveau SUV à 40 000 dollars avec un prêt de 7 ans si leur Jeep Cherokee de 1988 refuse de mourir. Les moteurs éternels représentaient un obstacle à la consommation constante et par conséquent, ils devaient être éradiqués. Une fois l'ère des voitures analogiques réduite en ferraille, les véhicules de remplacement qui attendaient dans les salles d'exposition ont été construits sur une philosophie fondamentalement différente. À partir de 2010 environ, l'industrie automobile a entamé une transition rapide, remplaçant les commandes mécaniques traditionnelles par des interfaces logicielles complexes. Les boutons, interrupteurs et cadrans tactiles qui permettaient à un conducteur de régler la climatisation ou la radio au toucher, sans jamais quitter la route des yeux, ont commencé à disparaître. À leur place, les fabricants ont installé des écrans tactiles exécutant des logiciels propriétaires et à code source fermé. Ce changement a modifié la nature même de la possession et de l'entretien des véhicules. Par exemple, si un Silverado de 2002 a un moteur de soufflerie cassé, la réparation consiste en une pièce à 30 dollars et un après-midi de travail dans l'allée. Inversement, si un Ram 1500 de 2019 subit une panne de son écran Uconnect, cela nécessite un voyage chez le concessionnaire, une unité de remplacement propriétaire, un flash logiciel spécialisé et une facture de réparation qui peut facilement grimper à 2000 dollars. Ces réparations ne peuvent pas être obtenues sur le marché secondaire. Votre AutoZone local ne peut pas vous aider et votre voisin avec un pont élévateur dans son garage est impuissant face au verrou logiciel. Ce n'est pas une évolution accidentelle, c'est une conception délibérée. Lorsqu'un véhicule est transformé en plateforme logicielle, chaque réparation nécessaire devient un événement générateur de revenus pour le fabricant. Le mécanicien du fond de cours a été systématiquement éliminé et les personnes qui en ont payé le prix sont les Américains de la classe ouvrière qui ont cru à la promesse d'une voiture meilleure. Depuis environ 2012, presque tous les nouveaux véhicules vendus aux États-Unis sont équipés d'un modem cellulaire installé en usine. La plupart des consommateurs n'en ont jamais été explicitement informés et il est presque certain qu'ils n'ont jamais été sollicités pour leur consentement éclairé. Opérant sous diverses marques comme OnStar ou d'autres services connectés, ces systèmes sont conçus pour collecter des données en continu. Il ne s'agit pas seulement de navigation, il s'agit de suivi comportemental. Ces modems surveillent les freinages brusques, les accélérations rapides, les coordonnées GPS précises, l'heure à laquelle vous voyagez et la durée de vos trajets. Cette énorme quantité de données est ensuite regroupée et vendue à des courtiers de données tiers, tels que LexisNexis Risk Solutions. À partir de là, votre profil comportemental est vendu aux compagnies d'assurance. Votre assureur peut utiliser les données de votre conduite de mardi dernier pour justifier l'augmentation de vos primes le mois prochain. Tout cela sans jamais divulguer la source de cette information. Une Toyota Camry de 2002 n'a pas de modem cellulaire. Elle ne signale pas vos habitudes de conduite à une ferme de serveurs en temps réel. L'individu qui conduit un camion de 25 ans ne génère pas de profil comportemental qu'un algorithme d'assurance peut analyser. Cela représente la différence fondamentale entre un outil que vous possédez et un appareil qui vous surveille. Cela nous amène au développement le plus préoccupant à ce jour,
Une disposition qui a provoqué une vague d'alarme dans tout le pays. Enfoui au plus profond d'un vaste projet de loi fédérale sur les infrastructures, se trouve une obligation exigeant l'installation de ce que les législateurs ont appelé une technologie avancée de détection de la conduite avec faculté affaiblie dans tous les nouveaux véhicules de tourisme. Le mécanisme derrière ce mandat est un système informatique qui utilise des caméras intérieures et des capteurs pour surveiller le conducteur. Ce système se voit accorder l'autorité suprême de décider si vous êtes apte ou non à conduire votre propre véhicule. Si l'algorithme détermine que vous ne devriez pas conduire, peut-être en raison de la fatigue, de la distraction ou de ce qu'il perçoit comme une altération des facultés, il a le pouvoir de désactiver votre véhicule. Il ne se contente pas de vous alerter, il peut arrêter la voiture. Le calendrier de déploiement indique que cela concernera les véhicules produits vers l'année 2026. Une fois que cela deviendra la norme de l'industrie, chaque nouvelle voiture vendue en Amérique sera effectivement équipée d'un interrupteur de neutralisation fédéral géré par un algorithme que vous ne pourrez ni auditer, ni influencer, ni annuler. Considérez le potentiel d'échec. Que se passe-t-il lorsqu'une caméra s'embue pendant un hiver brutal dans le Minnesota et que le système interprète mal les données visuelles, désactivant votre voiture alors que vous roulez à 70 000 mph? Il n'y a pas de procédure d'appel et aucun être humain dans la boucle. Dans ce futur, vous ne posséderez pas vraiment une voiture. Vous posséderez un permis de voyager révocable soumis aux caprices d'un algorithme. Cette réalité imminente est précisément la raison pour laquelle nous assistons à la montée de la rébellion de la flotte fantôme. Il y a un mouvement d'Américains en croissance rapide qui tractent les camions et les SUV plus anciens, des véhicules construits avant l'ère des écrans tactiles, avant le réseau télématique et avant le mandat de l'interrupteur de neutralisation. Les gens sont maintenant prêts à payer des prix élevés pour un Ford F-250 de 1999 avec un moteur diesel de 7,3 litres. Ces acheteurs ne recherchent pas le luxe, ils recherchent l'autonomie. Ils veulent une machine sans modem cellulaire, sans verrou logiciel propriétaire et sans algorithme ayant l'autorité de couper le contact. Ils veulent un véhicule réparable par quiconque a déjà tenu une clé à molette et dont les pièces sont disponibles dans n'importe quel magasin de proximité. Ces véhicules sont les survivants, ceux qui ne sont pas entrés dans une concession pendant la purge de 2009 et les moteurs qui ont échappé au verre liquide. Payer un prix élevé pour un camion de 25 ans en 2025 n'est pas un acte de nostalgie. C'est peut-être la décision financière et personnelle la plus rationnelle qu'un Américain puisse prendre. C'est un choix fait par ceux qui comprennent que chaque nouvelle voiture aujourd'hui est livrée avec du matériel de surveillance, des logiciels conçus pour maximiser les revenus des concessionnaires et un mandat fédéral de désactivation à distance. La fenêtre pour obtenir l'un de ces derniers véritables outils de liberté se referme rapidement. Si cette plongée profonde dans l'histoire cachée de l'industrie automobile a changé votre façon de regarder la voiture dans votre allée, alors vous êtes des nôtres. Nous nous consacrons à déterrer l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer et à exposer les pièges tendus pour l'avenir. Si vous voulez rester à l'avant-garde et protéger votre droit à la route, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo pour aider à faire passer le mot. Nous semons les graines de la vérité pour récolter un avenir plus libre. Le prochain chapitre du coffre-fort s'ouvrira bientôt. Ne le manquez pas.